quand j'ai vu toutes les commandes qu'il était possible à ces chiens de faire, je me suis dit que déjà pour moi, pour mon handicap, ils pouvaient être d'une certaine aide. Notamment, je les ai vus, la promo d'avant, les chiens ramasser une pièce avec leur gueule pour la donner au maître. Donc ça, c'est lorsque moi je fais tomber quelque chose d'un peu compliqué à ramasser, soit il faut que je demande de l'aide, soit sinon c'est mort, c'est perdu. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, je veux pas handicapé. Bah, on dirait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio-description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler du handicap survenu par accident de la vie, de résilience, de sport adapté et de la fabuleuse expérience de famille d'accueil pour l'association Handi Chien qui remet gratuitement des chiens d'assistance aux personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Amou. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan, tu as été sportif de haut niveau handisport. Aujourd'hui, tu es éducateur sportif référent sport handicap à l'Office municipal des sports de la ville de Salon-de-Provence. Et avec ta femme Colline et tes 2 filles, vous êtes famille d'accueil de Vénus, une petite femelle labrador sable de 3 mois et demi même, et qui est arrivée il y a quelques semaines à la maison. Tout à fait. Alors tu es aussi féru de cinéma et tu interviens régulièrement lors de festivals engagés. On était d'ailleurs ensemble en février dernier lors de la 11e édition du festival Terre et Avenir au Cinéplanète de Salon-de-Provence. Et tu es intervenu lors d'une soirée dédiée au handicap. Il y avait une projection du film documentaire We Are People de Philippe Fontana qui a été raconté par Michael Jérémias. Et c'est un documentaire d'ailleurs que je recommande vivement et qui décrypte l'histoire du sport inclusif dans sa dimension sportive, humaine et politique. Aujourd'hui, on va mettre en avant un autre film qui t'a particulièrement touché. Je fais quand même un petit appel à Michael Jérémias pour qu'on puisse parler ensemble de ce film dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode dans le cadre du Podcaston. Alors, qu'est-ce que c'est que le Podcaston ? C'est un événement incroyable autour du podcast. C'est la 3e édition cette année. 3e édition de cet événement en ligne qui avait réuni en 2024 plus de 400 podcasteurs et podcasteuses francophones et qui ouvre son édition 2025 à l'international. Donc, le but, c'est faire découvrir des associations via le podcast pour sensibiliser les auditeurs à de nombreuses causes caritatives. Et avec toi, Jonathan, c'est bien sûr de l'association Handi Chien qui remet des chiens d'assistance aux personnes handicapées et qui me tient tout particulièrement à cœur, dont on va parler. Ainsi que de l'Office municipal des sports de Salon, qui est également une association qui œuvre dans le champ du sport pour les personnes en situation de handicap, les jeunes dans les quartiers prioritaires et dans le sport santé. Handi Chien, c'est une association nationale reconnue d'utilité publique qui remet entre 120 et 150 chiens par an, soit plus de 3000 chiens depuis la création de l'association en 1989 par Marie-Claude Lebré. Mais tu as raison, comme pour Handicap et Cinéma, c'est un peu le podcaston toute l'année. Effectivement, nous évoquerons ensemble de nombreuses autres initiatives favorisant aussi l'inclusion et en particulier par le sport.
Jonathan, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent particulièrement, sans trop réfléchir, 3 mots qui te viennent? Normal. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Humble et tenace. Donc normal, humble et tenace. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Normal, c'est le premier mot que tu as choisi, normal. Eh bien, je me considère comme quelqu'un de normal, c'est-à-dire ni très fort, ni très intelligent, ni quoi que ce soit en plus. Voilà, je suis ce que je suis juste par mon éducation et mon travail. Ok. Et tu parlais du mot humble. Oui, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'humilité. Lorsque j'étais militaire, c'était une des qualités principales qui était recherchée dans les unités que je visais. Et ça m'a beaucoup touché de la part de gens qui sont vraiment exceptionnels, cette humilité. C'est pour ça que j'essaye d'être humble au maximum. Simple et accessible. Voilà. Et ton dernier mot, c'était tenace? Oui, tout à fait, parce que c'est peut-être une de mes seules qualités. C'est juste que je ne lâche pas souvent l'affaire, en fait. Voilà, j'ai pas vraiment de don pour quoi que ce soit, mais par contre... quand je veux faire quelque chose, j'essaye de le faire à fond, même si ça prend parfois beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Ça, par contre, c'est une facilité pour moi. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien que tu entretiens avec le handicap ? Eh ben, je suis moi-même handicapé. J'ai été blessé en service par l'explosion d'une grenade. Donc, j'ai été amputé des 2 mains et j'ai un déficit de releveur du pied droit. Donc, depuis que j'ai 27 ans, donc ça fait 10 ans et quelques, j'ai aujourd'hui 38 ans, je me retrouve donc manchot, comme on dit. Quelles adaptations ça t'a demandé en fait au quotidien ? Alors au quotidien, j'ai dû revoir toute ma façon de vivre, d'utiliser les objets parce que je n'ai plus l'appréhension. Je suis amputé au-dessus du poignet d'un côté et à moitié de la main de l'autre côté. J'ai des prothèses myoélectriques pour m'aider dans la vie quotidienne, mais elles cassent souvent ou sont souvent en panne, donc je dois aussi apprendre à me débrouiller sans. Mais j'ai eu une très très bonne rééducation à l'hôpital militaire interarmé de Percy avec des ergothérapeutes et des kinés qui m'ont appris justement à vivre avec ce handicap. Et aujourd'hui, tu te débrouilles impeccablement avec le micro parce que moi, je ne suis pas équipée de pieds de micro pour l'instant, donc voilà, tu te débrouilles bien, merci. Les chiens d'assistance, c'est quelque chose que tu connaissais avant de démarrer. Enfin, comment t'es venu à l'expérience handi-chien ? Oui, les chiens d'assistance, c'est quelque chose que je connaissais, mais en fait, pas à fond, parce que pour moi, les chiens d'assistance, c'était pour des handicaps plus lourds que le mien, ou des handicaps sensoriels, malvoyants et aveugles. Or, lorsque ma femme a pris des renseignements sur handi-chien, on s'est aperçu que c'était pour vraiment tout type de handicap, même des handicaps plus légers, et que les chiens étaient d'une aide non négligeable pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça a été du coup le déclencheur pour démarrer cette aventure ? Eh bien, en fait, on avait un chien à la maison. Il est arrivé un peu avant que je parte en mission et que je me fasse amputer des 2 mains. Donc, c'était encore un chiot. Et à ce moment-là, le pronostic vital était engagé. Donc, ça a été un choc pour ma famille, pour ma femme et pour ma fille aînée qui avait alors 7 ans. Et donc, ce chien a été un peu un palliatif à ce drame. Et il a été vraiment coucouné, il a pris une très très grosse place dans la famille. Or, l'été dernier, ce chien est décédé, donc Zigzag. C'était un cavalier King Charles qui est mort à 11 ans. Et ça a été un gros choc pour ma femme et ma fille. C'était vraiment un membre de la famille à part entière. Et de là, ma femme s'est promenée lors du forum des associations de Salon de Provence et elle a rencontré donc la représentante locale de handi-chien, Nathalie, et elles ont discuté et puis de là, ma femme a souhaité se lancer dans l'aventure. Ouais, elle a rencontré Nathalie Prévost, qui est la déléguée handi-chien à Salon de Provence, puisque les handi-chiens est organisé en délégation partout sur le territoire en France, qui dépendent de centres. Il y en a 5 en France, donc handi-chien Salon de Provence dépend du centre de Lyon, de Marcy-l'Étoile. Et les délégués sont là pour suivre les familles d'accueil, les conseiller, leur donner des cours.
et les aider à prééduquer ces futurs chiens d'assistance. Comment ça s'est passé l'arrivée de Vénus dans la famille ? Eh ben, c'est un petit bouleversement parce qu'on a une petite boucle de poils qui arrive. Donc, comme dans toutes les familles qui accueillent un animal, ça fait une nouvelle personne dans la famille. Et là, en plus, il y a beaucoup de règles à respecter, à mettre en œuvre justement pour que ce chien qui, au final, s'en va dans 16 mois puisse venir en aide à une personne en situation de handicap. Donc, on n'a pas une grosse pression, mais quand même, on essaye de faire en sorte que le développement du chien se passe le mieux possible pour qu'il soit après accepté au centre de formation et faire une belle carrière en tant que chien assistant. Voilà, donc c'est un chien qui est arrivé chez vous à 2 mois et qui effectivement, comme tu l'as dit, va repartir quand il aura 18 mois et qui passera à ce moment-là 6 mois au centre de Marcy-l'Étoile où là, des éducateurs canins professionnels vont prendre le relais de la famille d'accueil. Et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer la mission future de Vénus. Pour l'instant, on ne la connaît pas encore. On a peut-être des petites idées, mais on ne la connaît pas. Ça va dépendre de son tempérament, ça va dépendre de ses aptitudes naturelles. En fait, c'est le chien qui va définir son bénéficiaire plutôt que l'inverse. Et pour Vénus, il y aura 7 missions possibles, puisque HandiChien forme 7 types de chiens. Il y a les chiens qui sont remis à des personnes individuelles, comme par exemple les chiens d'assistance pour la mobilité, qui sont remis à des enfants ou des adultes qui présentent des problèmes de motricité. Les chiens d'éveil pour des enfants ou adolescents qui présentent des syndromes autistiques et des chiens d'alerte pour les personnes épileptiques. Il y a ensuite 4 types de chiens qui, eux, sont remis à des structures collectives. Donc on les appelle les chiens d'accompagnement social. Donc ils peuvent, par exemple, rejoindre un EHPAD ou un IME et à ce moment-là, ils sont confiés à l'un des professionnels de la structure. Et puis, il y a les chiens remis dans des écoles, comme les chiens de réussite scolaire. D'autres sont remis dans des tribunaux pour l'assistance judiciaire. Donc, ils vont aider les victimes durant les phases d'audition et de procès, notamment. Et enfin, il y a les chiens détecteurs de maladies qui peuvent détecter le Covid pour les EHPAD en particulier. Et il y a un programme en ce moment de chiens détecteurs de cancer. Tu parlais de consignes spécifiques, donc effectivement, il y a 30 commandes que tu vas enseigner à Vénus. Est-ce que tu peux déjà nous évoquer les premières commandes que tu as travaillées avec elle ? Les premières commandes que l'on travaille à la maison avec Vénus, ce sont assis, déjà répondre à son nom. On commence aussi à lui donner l'ordre de ses besoins pour que plus tard ça devienne une commande aussi. On y va en passant la porte. Là, Vénus, elle est très réceptive, elle apprend vachement vite et elle fait déjà... Elle reste assise même quand on s'éloigne. Elle aboie sur commande et elle dit bonjour aussi. Donc, elle donne la patte lorsqu'on lui demande également. Elle aboie déjà sur commande ? Oui. Ça va vite, hein ? Cette petite Vénus, elle va quitter la maison donc à ses 18 mois. Comment tu l'appréhendes, ça ? Comment vous l'appréhendez en famille ? Alors pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Je suis habitué aux séparations. Par contre, on va voir avec les enfants. Ils sont mis au courant depuis le début que la chienne ne restera pas. Mais entre ce que l'on dit et ce que le cœur pense, on verra bien comment ça se passe. Mais le fait de savoir que le chien s'en va pour... travailler auprès d'une personne qui en a besoin, ça les aide à comprendre et à se projeter dans le futur. Voilà, puis je rajoute, puisque moi c'est ma 3e expérience de famille d'accueil, et donc je m'occupe du petit Vinci qui fait partie de la promo de Vénus, que les bénéficiaires en fait s'engagent à nous donner des nouvelles des chiens, donc on entretient régulièrement des liens avec les bénéficiaires et on a régulièrement des photos, des vidéos, donc pas d'inquiétude, on reste en contact avec le chien. Tu m'as parlé un jour de l'envie que ça avait suscité chez toi de peut-être être toi-même bénéficiaire d'un chien d'assistance.
Eh bien oui, parce que quand j'ai vu toutes les commandes qu'il était possible à ces chiens de faire, je me suis dit que déjà pour moi, pour mon handicap, ils pouvaient être d'une certaine aide. Notamment, je les ai vus, la promo d'avant, les chiens ramasser une pièce avec leur gueule pour la donner au maître. Donc ça, c'est lorsque moi je fais tomber quelque chose d'un peu compliqué à ramasser, soit il faut que je demande de l'aide, soit sinon c'est mort, c'est perdu. Et en plus, en tant qu'éducateur sportif, je fais beaucoup d'actions pour des jeunes ou des moins jeunes même en situation de handicap. Donc j'ai beaucoup de jeunes avec des troubles du spectre autistique ou une déficience intellectuelle ou d'autres handicaps. Et je me dis que d'avoir une sorte de mascotte, un chien comme ça peut aider et même favoriser certains de ces jeunes qui sont un peu éloignés de la pratique sportive à venir avec moi pour pratiquer une activité physique. Donc là, si tu as envie d'avoir un chien, je t'engage à faire un dossier rapidement parce qu'effectivement, il peut y avoir entre 2 et parfois 4 ans d'attente pour avoir un chien. Donc il faut 2 ans pour les éduquer. Leur éducation revient aux alentours de 17 500 €. Ils sont remis complètement gratuitement aux bénéficiaires et leur éducation est complètement financée par des dons privés, par des legs, par quelques ventes de goodies. On participe à des démonstrations pendant lesquelles on peut apporter quelques goodies et faire quelques bénéfices ainsi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de financement public, donc ça fait que les délais d'attente peuvent être assez fastidieux. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta propre expérience de spectateur de cinéma. Alors, est-ce que tu vas au cinéma ? À quelle fréquence ? Dans quel cinéma tu vas particulièrement ? Est-ce que tu en as un qui est ton cinéma préféré ? Et puis, quel type de film tu vas voir ? Alors oui, je vais pas mal au cinéma, donc j'y allais beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est un peu plus compliqué d'arriver à d'avoir le temps. Mais sinon, j'allais beaucoup quand j'étais plus jeune au cinéma, les arcades et au club à Salon de Provence. Ensuite, quand il y a les nouveaux types de cinéma qui ont commencé à s'implanter, j'allais au Méga CGR à Vitrolles. Et depuis qu'il y a un Cinéplanète à Salon de Provence, je vais à ce Cinéplanète où il y a une salle ScreenX et une salle Lodge qui sont très bien. C'est d'ailleurs dans la salle Lodge qu'on a enregistré le dernier épisode du podcast. Est-ce que tu vas emmener Vénus au cinéma ? Oui, je pense que lorsqu'on en aura le droit, Ouais. surtout, on va l'amener un maximum autour de nous parce que je pense que c'est bien déjà dans sa formation qu'elle ait fait un petit peu tous les endroits, dont le cinéma, parce que si elle y va pour la première fois avec la personne qu'elle va aider, elle risque d'être un petit peu désorientée et c'est pas le but. Donc non, je pense qu'on va essayer de l'amener vraiment de partout. Là, on aimerait lui faire goûter la neige. Donc on va voir si on peut monter, mais je pense qu'on l'amènera au cinéma si on peut aussi. Alors c'est vrai qu'on attend que les chiots soient prêts, c'est-à-dire qu'ils soient relativement calmes, qu'ils soient propres absolument pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis l'idée c'est de choisir un film qui soit pas trop long et qui soit pas non plus trop élevé au niveau sonore. On recommande d'être autour de 80 décibels pour les chiens, de façon à pas abîmer leur ouïe, qui est très sensible. Voilà, mais c'est une belle expérience à partager. Dans chaque épisode de Handicap et Cinéma, je demande à mes invités quel est leur coup de cœur cinéma sur le thème du handicap. Toi, tu as tout de suite pensé au film La beauté du geste. Tout à fait, oui. Et du coup, tu l'as vu dans quel contexte, ce film ? Je l'ai vu lors du festival d'automne organisé par l'association Ciné Salon 13. C'est un film que l'on m'avait demandé de venir commenter et répondre à des questions lors d'un débat à la suite de la projection de l'année dernière au Cinéplanète de Sainte-Provence. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc La beauté du geste, c'est un film de Sho Miyake. C'est une fiction qui est inspirée de l'autobiographie de la boxeuse sourde Keiko Ogasawara, qui est sortie en août 2023. Et moi, c'est un film que je connaissais absolument pas. Qui est-ce qui t'a invité pour venir commenter ce film ? C'est Lila Fromont qui travaille au musée du château de Lampéry et qui est toujours volontaire pour nous accueillir avec mon groupe de personnes en situation de handicap,
pour nous faire des visites adaptées du musée. Elle est très investie et très accessible. Et elle m'avait demandé de venir débattre de ce film en tant que justement ancien sportif de haut niveau et éducateur sportif à l'Office municipal des sports qui à chaque fois aussi présente un film lors de ce festival. Pour remettre un petit peu les auditeurs dans le contexte, le film La beauté du geste, donc c'est l'histoire de Keiko Ogawa qui vit dans les faubourgs de Tokyo où elle s'entraîne avec acharnement à la boxe. Elle est sourde et donc c'est avec son corps qu'elle s'exprime. Mais au moment où sa carrière prend son envol, elle décide de tout arrêter. Alors je te propose d'écouter la bande-annonce du film. Il n'en existe pas en version française et il n'existe pas non plus de version audio décrite de cette bande-annonce. Donc ça va nous faire une immersion dans le Japon moderne et urbain et la vie d'un petit club de boxe de quartier. On y voit Keiko à l'entraînement, on la voit signée avec son frère en langue des signes japonaise. C'est une expérience qui va nous placer un petit peu dans la situation des personnes non-voyantes et je mettrai le lien dans la description de l'épisode vers la bande-annonce du film pour avoir accès aux images et aux sous-titres. 耳が聞こえないというのはハンデにはならないんでしょうか。結構目がいいんですよ。はい、もう一枚笑顔でどうぞ。正直やな、お前は。才能はないかな。もう十分じゃないの？このジムを閉めることになりました。稽古ごめんな。人間としてのね、器量があるんですよ。素直で率直で、すごくいい子ですよ。Voilà, ça te fait réagir cette bande-annonce ? J'ai reconnu juste le mot Keiko. C'est déjà pas mal. Et puis les bruits aussi de boxe. Oui, bien sûr. Ça permet d'être sensible à la musique aussi. Est-ce que tu avais fait attention à la musique quand tu l'as vu la première fois ? C'est pas vraiment la musique, mais comme on est mis, enfin la personnage principale est sourde et malentendante, il y a en fait très peu de dialogue. C'est beaucoup, enfin la place est beaucoup laissée aux images et au bruit du quotidien que nous on entend, mais l'héroïne n'entend pas. Et ça donne une dimension un peu immersive qui est assez sympa, je trouve. Et en quoi ce film il t'a touché, toi, particulièrement ? Alors, il m'a touché particulièrement parce que c'est une jeune fille en situation de handicap qui est sourde, mais qui combat en boxe, donc sans adaptation aucune, avec contre plutôt des personnes valides. Elle s'entraîne comme n'importe qui. Son entraîneur prend en compte son handicap. Lui-même l'explique à un moment que ce qui fait un petit peu sa force, c'est pas justement qu'elle n'entend pas, c'est qu'au contraire, elle a comme il dit, des yeux de lynx. En fait, elle voit tout et elle assimile tout par ce sens-là, donc qu'elle a, qui lui reste, ce qui fait qu'elle peut devenir une grande boxeuse, parce qu'elle a gagné quand même beaucoup de combats, même la personne dont est inspiré ce film. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. C'est une championne que tu connaissais avant de découvrir le film ? Pas du tout. En quoi ça a fait écho, toi, à ta propre histoire ? Ça a fait écho parce que nous, dans le handisport français, on est mis face à des personnes qui ont le même handicap que nous. Donc, mais ça, c'est même dans quasiment tous les pays du monde aujourd'hui. Il y a des catégories dans la plupart des sports, même si toutes les catégories ne sont pas justes. Donc, une catégorie, c'est un groupe de personnes qui ont le même type de handicap et qui vont combattre ou s'opposer les uns aux autres.
toutes les catégories ne sont pas justes parce que tous les handicaps sont différents, mais c'est pas grave. C'est aussi la beauté du sport, c'est que on n'est pas obligé de forcément vouloir absolument forcer la victoire quoi qu'il arrive. C'est surtout la participation et ce que l'on donne nous contre nous-mêmes qui compte. Nous en France, on demande beaucoup à s'entraîner avec les valides parce que c'est là où on progresse le mieux, et c'est encore très compliqué pour des histoires d'assurance ou de mentalité de pouvoir s'entraîner. Moi j'ai fait un passage en équipe de France de para-taekwondo et de snowboard handisport en border cross, et c'était très dur il fallait tout le temps qu'on s'entraîne entre nous, alors que lorsque l'on peut bénéficier d'entraînement avec des valides ou même de participer à des compétitions avec des valides, là on progresse plus et on engrange de l'expérience pour pouvoir après performer plus tard lors de compétitions handisport ou sport adapté comme les Jeux paralympiques. Qu'est-ce que c'est la différence entre handisport et sport adapté ? Alors en France, il y a 2 fédérations qui s'occupent des personnes en situation de handicap. La fédération handisport, elle prend en compte tous les handicaps moteurs et sensoriels. Et la Fédération française de sport adapté, elle s'occupe de tous les troubles intellectuels, troubles autistique, donc on appelle ça un handicap social, et trouble psy. Ces 2 fédérations et donc ces 2 publics sont séparés pour le sport ou les compétitions. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des associations comme la Vaillante Sport et Handicap à Salon-de-Provence qui est affiliée aux 2 fédérations et qui elle regroupe tous ces publics. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Mais sinon, il faut savoir que tous ces différents types de handicaps représentent différentes catégories et voilà, donc certaines peuvent faire de la compétition ensemble et d'autres non. Tu étais déjà champion sportif avant ton accident ? Non, j'étais très sportif, mais j'ai travaillé en tant que militaire, donc je n'étais pas sportif professionnel, non. Tu regardes toi des films en version originale ? Oui, souvent. Déjà, lorsque j'étais militaire, ça m'a fait beaucoup progresser en anglais, de regarder des films en sous-titré et même ou des séries. Et puis, pour moi, c'est pas une gêne de lire en même temps, parce que aussi je regarde depuis très longtemps des mangas aussi en version originale, sous-titrée. Et je trouve que il y a quelque chose en plus. On va dire, il y a l'intonation qu'a voulu donner l'acteur lorsqu'il joue le film, qu'on n'a pas forcément avec un doubleur. Après, il y a aussi de très bons doubleurs, c'est pas forcément la question, mais c'est plus original, je dirais. Alors moi j'ai pris contact avec Arthouse, qui est le distributeur en France du film, puisque c'est le premier film de ce réalisateur qui a été distribué en France. Et je voulais savoir donc s'il existait une version audio décrite du film, et il m'a répondu que pour l'instant ce n'était pas le cas. En revanche, ils ont mis en place un sous-titrage du film, qui est un sous-titrage un petit peu spécifique. C'est le sous-titrage SME, est-ce que tu connais ? Non. Alors c'est le sous-titrage sourd et malentendant, qui est un sous-titrage qui rend les productions audiovisuelles accessibles aux personnes qui ont des déficiences auditives. Il répond à des codes couleurs en fait qui sont prédéfinis. Donc le sous-titre est indiqué en blanc lorsqu'un personnage parle à l'écran. Il passe en jaune quand un personnage parle hors champ, donc on ne le voit plus à la caméra, il est sorti du cadre. Il passe en rouge pour les indications de bruit, en magenta pour toutes les indications musicales, en cyan pour les réflexions intérieures ou les commentaires en voix off, et puis en vert pour des indications de retranscription en langue étrangère. Et parfois on trouve aussi un astérix qui indique que le son provient d'un haut-parleur. Voilà, donc le sous-titrage SME est disponible sur ce film. On peut l'avoir sur le DVD du film et puis dans le DCP qui est le support numérique du film. Et donc on peut le réclamer à la projection. Enfin, dans le film, on se rend compte qu'elle fait aussi beaucoup sans les signes. Elle communique avec son entraîneur juste par geste, par mouvement, même par coup d'œil. Parce que quand elle a les gants de boxe et lui aussi, ils ne peuvent pas communiquer par langue des signes. Donc
Mais moi, je connais des personnes sourdes et malentendantes aussi qui communiquent avec moi très bien, juste en guisant sur les lèvres. Et Keiko, elle fait beaucoup ça et encore plus profond, on voit, parce qu'ils font juste des gestes et ils arrivent à comprendre les différents exercices qu'elle doit réaliser pour s'entraîner. Ouais, avec son entraîneur, il communique avec une petite ardoise, en fait, sur laquelle l'entraîneur indique les consignes. Et tu parlais de lecture sur les lèvres, et c'est vrai que ce film a été tourné pendant le Covid-19, et que du coup, on la voit souvent gênée par des commerçants qui lui parlent derrière le masque, hein, ou des policiers à un moment donné, qu'elle ne peut pas comprendre, en fait. Elle est vraiment complètement, à ce moment-là, elle ne peut pas lire sur les lèvres. C'est un film qui a été tourné en 16 mm, alors c'est étonnant, parce qu'aujourd'hui, on utilise peu cette technique de cinéma à l'ancienne, mais c'est un choix vraiment délibéré du réalisateur. D'ailleurs, on a je ne sais pas si tu te souviens, dans les scènes de signes, on a des cartons noirs qui apparaissent à l'écran avec le texte du passage signé. Ça fait référence au cinéma muet, où on avait aussi des cartons noirs à l'écran. Et c'est pas sous-titré en dessous de la scène. Ça permet de voir justement les scènes de langue des signes japonais et puis de voir la beauté de ce geste-là aussi. Oui, ça donne un grain un peu ancien. Et la deuxième raison de ce choix de tournage en 16 mm, en fait, elle n'est pas esthétique, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle est simplement considérer le fait que réaliser un film de boxe, c'est exigeant physiquement pour les acteurs, d'autant plus quand ces acteurs ne sont pas boxeurs à la base et ont dû se former. Et donc, comme la pellicule 16 mm est très coûteuse, en fait, ça a demandé à l'équipe et au réalisateur de rationaliser en fait les prises et donc vraiment de réduire un maximum le surmenage des acteurs, puisqu'il fallait que la prise soit bonne immédiatement. J'aimerais aussi que tu nous parles de la gestuelle de cette boxeuse. Comment tu l'as perçue ? La gestuelle, elle est assez impressionnante. C'est une des premières scènes du film. On la voit s'entraîner sur le ring avec son coach aux pattes d'ours. La patte d'ours, tu peux préciser ce que c'est ? La patte d'ours en boxe, ce sont des cibles que l'entraîneur met comme des gants. Il enfile ça comme des gants avec ses mains et il peut les présenter pour donner des cibles donc aux boxeurs à différents niveaux. Voilà, on voit l'entraîneur effectivement qui les utilise et qui, en quelques signes, fait comprendre la chorégraphie, parce qu'on peut vraiment parler de chorégraphie dans ce film, pour que Keiko puisse suivre les mouvements qui lui sont indiqués. Il lui donne des consignes juste avec le regard et des signes, avec des enchaînements qui sont assez compliqués et qu'elle finit par réaliser, et très bien réalisé, justement avec je pense, sa capacité de concentration et son talent de boxeuse. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait partie de la beauté du geste, c'est cette répétition de gestuelle de boxe jusqu'à ce que ça devienne une habitude et qui semble inaccessible pour la plupart des non-boxeurs. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui pourrait donner envie à nos auditeurs de voir le film ? Bien, c'est un très beau film. En plus, il est court, hein, je ne sais plus combien de temps il fait. C'est autour d'1h30, j'ai plus le timing précis en tête, mais il est assez court, oui. Voilà, et juste en 1h30, c'est une très belle histoire qui nous immerge dans un peu ce monde du handicap et justement à une époque où le handicap n'était pas forcément autant pris en charge et reconnu au niveau dans le monde du sport. Et voilà, donc c'est comme les anciens films avec un bon scénario où il n'y a pas besoin de 2h30 pour passer un bon moment. L'essentiel est dit, c'est 1h39 exactement. Tu as fait de la boxe toi-même ? De la boxe, non, mais après mon accident, donc j'ai fait du taekwondo avec Provence Sport Taekwondo parce que c'est un art martial et en compétition, on utilise majoritairement des coups de pied. Donc je voulais apprendre à me servir de mes jambes après avoir perdu mes mains. Et là, depuis cette année, j'ai rejoint la MMA Academy où donc je fais du MMA, donc c'est des arts martiaux mixtes où là c'est du combat, on voit un peu de tout, de la boxe, du kickboxing, de la lutte, etc.
Le sport, c'est vraiment pour toi l'outil de reconstruction? Tout à fait, le sport a joué un rôle majeur dans ma reconstruction et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis reconverti en tant qu'éducateur sportif pour justement essayer de faire profiter un maximum de monde possible des bienfaits du sport. Pourquoi le sport inclusif, pour toi, ça te paraît quelque chose de vraiment important? Alors le sport pour les personnes en situation de handicap, pour moi, est très important, qu'il soit en inclusion ou non. Pourquoi ? Parce que déjà, il est vecteur de bonne santé pour tout le monde, ça ce n'est plus à prouver. Et c'est encore plus important pour les personnes en situation de handicap. Parce que les personnes en situation de handicap, elles sont en recherche d'autonomie tout le temps. Et le sport va les aider, quel que soit le handicap, à aller de plus en plus vers une autonomie. Même si parfois l'autonomie à 100% est impossible, ça va quand même permettre d'arriver à se débrouiller par soi-même pour faire certaines choses, à s'ouvrir aux autres et ainsi à arriver à réaliser des choses sans proches aidants. Et tu as un exemple d'une personne pour qui ça a vraiment changé les choses ? Moi, déjà, le sport m'a aidé à me reconstruire et puis j'accompagne des jeunes en situation de handicap dont je vois les progrès. Je n'aurais jamais pu imaginer qui pourraient progresser comme ça dans certaines activités sportives, comme de jeunes enfants qui ont un trouble du spectre autistique et que j'accompagne au rugby et qui ont tellement progressé qu'ils arrivent à avancer en ligne et faire des passes en arrière, ce qui est déjà très compliqué pour les enfants valides de leur âge. Et ils sont arrivés à l'intégrer grâce à l'accompagnement du club de rugby. Comment on fait quand on veut pratiquer un sport, qu'on a un handicap et qu'on n'a pas de club sportif adapté ? Alors déjà, il faut bien se renseigner parce qu'il y a beaucoup de clubs sportifs adaptés autour de nous, bien plus qu'on ne croit. À Salon, on a un guide des sports qui est édité par l'Office municipal des sports avec justement tous les types de publics qui peuvent être accueillis par chaque club. Mais vous avez aussi sur Internet l'Handi Guide des sports qui répertorie tous les clubs de sport adaptés aux personnes en situation de handicap ou que l'on se trouve en France. Depuis le début, ce qui se passe dans le mouvement handisport et sport adapté, ce sont des initiatives personnelles, des personnes qui ont décidé comme ça de se mettre au tennis alors qu'ils sont en fauteuil, de commencer le basket, etc. et qui ont lancé des vocations, qui ont fait participer d'autres personnes autour d'eux et c'est ainsi que se sont créés les premiers clubs. Donc, même s'il n'y a pas de club autour de nous, il y a toujours, je pense, une solution pour arriver à avoir une pratique physique adaptée. L'idée, c'est de contacter un club et de dire, allez, on essaye, on trouve une solution ensemble. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Jonathan pour cet enregistrement aujourd'hui. Merci pour le partage de ce film que je connaissais pas du tout et que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Avec plaisir, merci à toi. Handicap et cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. Un immense merci aux ingé-sons des studios Montmars à Provence Studio qui m'ont permis un check-up technique complet du podcast et m'ont donné des conseils précieux pour le montage. L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré avec Jonathan Hamou dans le cadre du 3e podcaston du 15 au 21 mars et je vous invite à jeter un œil sur le site podcaston.org pour découvrir plein d'autres podcasts incroyables. Et si vous voulez soutenir l'association Handichien, sachez qu'elle recherche des familles d'accueil, des parrains et marraines pour financer l'éducation des chiens et répondre aux 350 dossiers en attente chaque année. Retrouvez les ressources citées ainsi que la transcription complète de l'épisode dans la description. Vous y trouverez le lien si vous souhaitez faire un don à Handichien et soutenir la formation de chiens d'assistance. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles. Et surtout, partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?